Donc une première partie sur la pêche rapide en Savoie, s'il vous plaît. Donc sur un petit plan d'eau en forme de U qui fait à peu près 5 hectares, riche en carpe. Donc la pêche rapide, pourquoi? Pour passer du temps au bord de l'eau tout simplement, parce que c'est vrai qu'avec l'équipement lourd habituel, on hésite souvent à partir pêcher pour quelques heures. Et parfois c'est bien dommage parce qu'on passe à côté de jolies prises et de bons moments passés au bord de l'eau. Après une petite observation du plan d'eau, j'ai choisi donc de m'installer sur cette pointe qui est en fait la pointe qui sépare les deux parties du plan d'eau. Et généralement ce type de poste, c'est le passage un peu obligé des poissons qui vont d'un côté à l'autre du plan d'eau. Donc pour pêcher rapide, être allégé et avoir, on va dire, une facilité dans les déplacements, il est préférable d'utiliser des cannes de faible encombrement, des cannes en 3 brins. 3 brins qui n'empêchent pas d'être des cannes très agréables à utiliser. Cette canne est volontairement pas équipée d'un montage puisque elle va servir à sonder. Et ensuite par contre, elle aura droit de pêcher. Alors ça c'est mon petit sac de pêche. Donc dans ce petit sac, il faut que tout rentre. Les appâts, les frondes, tout ce qui peut servir à pêcher avec des petits sacs et des filets solubles, puisque c'est vrai que c'est bien d'utiliser ce genre de petits atouts pour faire revenir rapidement le poisson sur une ligne. Donc après des boosters pour mettre dans les appâts pour une attraction plus instantanée. La boîte de pêche avec tout le petit nécessaire pour pouvoir mettre en place ces montages. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Un petit sac avec des flottantes. Donc je pêche pas beaucoup à la flottante, ça se voit. Je pêche tout le temps avec une flottante. Petite paire de jumelles pour observer des manifestations de poissons. Des bouillettes très dosées en arôme. Un poignard pour éventuellement couper des branches qui gênent. Petit appareil photo pour attraper, pour prendre les carpes en photo. Du fil pour faire des têtes de ligne. Une petite lampe pour plier quand on est quand on a oublié de plier un peu quoi. Si on a poussé un peu trop longtemps le coup du soir. Donc là différents boosters puisque c'est un élément essentiel pour rendre attractive une bouillette et qu'elle soit prise rapidement par les poissons. Petite radio pour faire passer le temps. Ah, un élément intéressant. Un petit sondeur, un petit écho-sondeur avec sonde flottante. Donc qui permet de sonder jusqu'à 50 mètres du bord. Ça c'est un petit outil très pratique quand on veut pêcher rapidement, déterminer des postes. Alors, évidemment quand on va pêcher quelques heures, on ne s'en mange pas à aller tendre des lignes en bateau ou pêcher très loin du bord. Nous ce qu'on va rechercher c'est des postes à portée de canne, à proximité du bord pour que la pêche soit beaucoup plus rapide à mettre en place. Qu'on puisse amorcer du bord correctement, précisément. Tout est conçu pour une pêche rapide à mettre en place. Après un petit filet de pesée. Un petit peson. Si des fois il y a un beau poisson qui se prend. Après un peu de ficelle pour pouvoir attacher quelque chose qui se débine. Là une pince multifonction avec plein de petits outils bien pratiques pour réparer quelque chose qui s'est cassé. Et puis ma foi on a presque fait le tour. On rajoute du filet anti-chat s'il y a du nuisible. Même si quand on est en pêche rapide pour quelques heures on peut se permettre de laisser ces bouillettes dans l'eau. Alors bon, même si elles vont réduire en taille, si les chats sont vraiment très agressifs, normalement ça devrait tenir. Ça peut aussi servir à faire des petites boules de micro-graines en les emprisonnant dans les mailles de ces petits filets. Après là une petite pochette avec des bas de ligne tout prêt pour s'il y a une casse pouvoir remettre très rapidement une ligne en pêche. Donc ça c'est des montages main tout prêt. Je vais en sortir un pour vous montrer. J'ai tout simplement
attacher la graffe. J'ai mis un petit morceau de nylon en 40 centièmes relié à un émerillon sur lequel j'ai passé l'anti-emmêleur, une petite gaine de connexion avec le plomb, un émerillon pour le bas de ligne. Voilà, comme ça, dès que je casse, j'ai qu'à raccrocher mon corps de ligne ici. Je fais un bas de ligne, mes bas de ligne sont prêts à l'avance. Je le fixe là, je mets le plomb et c'est reparti. Donc après, qu'est-ce qui reste? De la micro-gaine pour faire des anti-emmêleurs. Voilà, j'ai fait le tour de ce qu'il y a dans mon sac. Je vais vous présenter maintenant un peu plus en détail ce qu'il y a dans la boîte de pêche, qui est quand même l'élément le plus important quand on part pêcher. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Des plombs de rechange. Alors ça, c'est des plombs mains que j'ai plastifiés moi-même. C'est mon montage préféré, puisqu'il assure un autoferrage parfait, il se lance très bien, il n'en mêle pas. C'est un montage idéal. Donc après, j'ai des plombs recouverts d'un revêtement de super qualité. Ça, c'est vachement bien. C'est une genre de gomme qui camoufle le plomb. Donc ça, c'est après pour faire des montages plus classiques. Si des fois je pêche dans un endroit qui est un peu couvert d'obstacles, ou alors un endroit très vaseux, j'adapte un montage anti-vase ou un montage sur clip plomb, tout ce qu'il y a de plus classique, pour ne pas perdre mes précieux plombs mains. Après, j'ai des backleads sur certains plans d'eau qui sont très pêchés ou alors qui sont fréquentés par d'autres pêcheurs. Souvent de fois, le poisson est un peu effrayé par les bannières de fil qui traversent le plan d'eau de part et autre. Donc couler ces lignes, des fois, c'est rassurer le poisson et puis en même temps, c'est augmenter ses touches. Donc le backlead, il est bien utile aussi en rivière quand il faut soustraire la bannière du courant. Ou alors lui faire éviter des obstacles dérivants comme des morceaux de bois, des algues. Donc ça, c'est un petit outil indispensable, peu encombrant mais qui rend bien service. Donc ça, c'est pour la partie plombée. Ah si, j'ai encore un autre truc. Une petite olive, 7 grammes ou 10 grammes. Elle me sert donc je l'enfile au-dessus le montage, au-dessus l'anti-emmêleur, sur le corps de ligne. Comme ça, elle permet de plaquer le montage au fond, toujours dans un souci de discrétion. Ce qui m'arrive aussi de faire, c'est de m'en servir de mini-lest. Par exemple, si je vois une carpe qui est en train de se nourrir à ras du bord et que je la vois se nourrir, je ramène une canne, j'enlève la plombée principale, il me reste cette petite plombée et je peux lui lancer ma ligne discrètement juste à côté. Et ça m'est arrivé de capturer des poissons comme ça, vraiment à vue, quoi, en la voyant saisir la bouillette, en lançant la ligne, en pouvant lancer la ligne grâce à cette petite plombée qui reste sur le montage. Alors au niveau du petit accessoire, du fluorocarbone, puisque je pêche tout le temps en fluorocarbone. Au niveau des hameçons, alors moi ce que je fais, c'est que je les monte à l'avance. Je pêche beaucoup en montage combiné, puisque vu que je veux pêcher rapidement, je ne veux pas me mettre à faire un montage au bord de l'eau qui va me faire perdre du temps. À la fois pour mettre mes lignes à l'eau ou alors pour refaire un montage parce que j'ai eu une casse, donc je l'ai fait à l'avance. Donc après, ça permet de les ranger comme ça dans une petite case. Puis après, les montages donc, qui sont complets, là il manque juste un brin de fluorocarbone. Les montages qui sont complets, eux, je les monte sur une petite plaquette en liège. Donc après, des hameçons de rechange au cas où j'ai beaucoup de casse. Mais bon, j'en utilise rarement ou alors pour faire un montage particulier. Alors, des émerillons. Donc des gros dans les agrafes mains, puisqu'il faut faire attention. Je vais vous montrer d'ailleurs ce qui peut se passer. Si vous n'utilisez pas un émerillon assez fort, donc il va forcer un peu pour rentrer et pour sortir. Si vous utilisez un petit émerillon comme ça, vous voyez, il y a à peine à forcer pour qu'il rentre et qu'il sorte. Donc j'utilise ces deux tailles d'émerillon, donc une grosse taille et une petite taille. La grosse taille pour le bas de ligne sur la graffe main, la petite taille pour relier mon montage pré-monté au corps de ligne, ou alors pour faire un bas de ligne que je vais adapter sur un clip plomb, sur un montage autre que le plomb main. Après, des élastiques dentaires pour faire des cheveux, des agrafes clip plomb donc pour faire ces fameux montages clip plomb. Ensuite, un petit peu de mousse pour décoller un appât, des graines par exemple. Quelques perles en caoutchouc,
des connecteurs pour pouvoir fixer mes plombs main ou clipper sur un clip plomb. Du fil dentaire pour attacher les appâts flottants dont je suis un grand fanat. Des cylindres de mousse de différentes tailles. Ça c'est pour puncher les bouillettes, pour les alléger ou les faire flotter. De la pâte plombée malléable pour les montages flottants, pour pouvoir les équilibrer à la profondeur qu'on veut. Des petites cendrées pour aussi des montages flottants. J'ai des billes de liège pour faire pareil, équilibrer des graines, un appât. Du fil soluble, alors celui-là c'est le Snogro, il est tissé. L'avantage de ce produit c'est que vous enfilez les appâts dessus, vous mettez un petit nœud à la règle, vous faites simplement comme ça, pour pas que les appâts glissent. Vous piquez l'hameçon dedans, vous lancez, c'est fait. Vous faites un fil soluble en 2 minutes. Donc le lead core, ça je m'en sers pour faire certains badlings équilibrés. Du fil de couleur très voyante qui sert à faire des repères sur les fils pour replacer une ligne exactement à l'endroit où elle a pris un poisson. Petite pince coupante, ça coupe la tresse, ça coupe le nylon, ça coupe tout super proprement en un tour de main. Des aiguilles à bouillettes de différentes tailles, un petit foret pour les bouillettes flottantes qu'on veut percer, de la glu donc pour réparer quelque chose qui s'est cassé ou pour les montages, des punchers après à bouillettes de tailles différentes pour faire une bouillette flottante, un coupe-ongle aussi, ça passe le temps, une petite lampe pour le soir quand il faut plier, sans oublier son matériel quand on l'a un peu étalé comme ce que je suis en train de faire. Un briquet donc pour brûler un brin de fluorocarbone, faire un montage des rigs ou allumer son réchaud ou sa cigarette. Ah, encore un détail, une pointe d'un diamètre inférieur à 3 mm pour pouvoir faire sortir la graffe une fois qu'elle est rentrée dans le plomb main sans la détériorer. Donc on pousse de ce côté-là et elle sort comme ça. Donc maintenant j'ai fait le tour du matériel que j'emmène pour une pêche rapide au niveau des petits accessoires. Je montrerai le support canne et l'installation quand elle sera installée. Je vais en priorité sonder mon poste. Comme ça le bruit du plomb peut effrayer un peu des poissons qui sont en train de tourner dans le secteur. Mais le temps que je vais mettre à monter mes lignes et installer le support, le calme sera revenu, donc je pourrai lancer mes lignes dans de bonnes conditions avec du poisson qui sera revenu malgré les ploufs répétés occasionnés par le sondage. Alors, comment on sonde? On installe un plomb avec un petit brin de nylon, tout simplement parce que s'il y a de la vase, ça ne coulissera pas ici, et c'est important que les mérillons puissent coulisser. Une perle en caoutchouc qui va servir d'intercalaire entre le plomb et le flotteur. Voilà. Le flotteur qui permet de sonder et de s'expédier à bonne distance. Donc ma canne est prête pour sonder. Donc je vais commencer à sonder avec le flotteur marqueur, tout simplement pour pouvoir l'expédier sur des coins où ma sonde, le petit écho-sondeur sur montre, ne passe plus, c'est-à-dire au-delà d'une quarantaine de mètres. Donc comment on sonde? Je mouline de manière à ce que mon flotteur reste coincé contre mon plomb, entraîné par son poids au fond du plan d'eau. Ensuite, j'enclenche le système de débrayage et je donne du fil en m'arrêtant là à mon premier emmanchement, de manière à faire remonter petit à petit mon flotteur du fond jusqu'à la surface. Et je compte le nombre de fois où je donne du nylon. 3 fois, 4 fois. Et je surveille, ça y est, il est remonté. Donc ça veut dire, vous voyez, qu'il n'y a pas beaucoup d'eau là où je l'ai lancé. J'ai passé 5 minutes à sonder. Ça m'a pris que 5 minutes. Et je sais où je pêche maintenant. Et ça, c'est le principal, c'est le plus important dans la pêche. C'est que quand on lance les lignes au hasard, on est dans le doute après. On ne sait pas où on pêche, on ne sait pas pourquoi on a mis ces lignes là. Moi maintenant, je sais pourquoi je vais mettre mes lignes ici, puisque j'ai un très joli tombant à 10 mètres du bord. Donc je vais mettre 2 lignes dessus.
et j'ai un très joli au fond à peu près 60-70 mètres du bord. Donc lui aussi va recevoir 2 lignes. Je ne pêcherai pas l'île tout simplement parce que ce petit plan d'eau est très pêché et tout le monde pêche l'île et les poissons s'en méfient maintenant. Ce que je vais faire maintenant, je vais procéder comme un pêcheur au cou. Pêcheur au cou, souvent de fois, il mouille son amorce dès qu'il arrive sur son poste pour qu'elle ait le temps de travailler. Ensuite, il sonde. Une fois qu'il a sondé, il envoie ses boules. Et après, il commence à pêcher. Moi, je vais faire pareil, tout simplement parce que pendant le temps où je vais monter mes cannes, mon amorce va commencer à travailler. Ce que je vais utiliser comme appât pour pêcher rapide, c'est des appâts rapides. Tout simplement, des appâts qui vont être pratiques à expédier, donc des gros granulés qui fondent. Donc ça se lance à la fronde, ça se lance très bien. Et c'est un appât qui est rapide, ça va fondre dans l'eau, ça va se déliter complètement, ça va teinter le fond de particules de chenille. Donc très facile à utiliser, un appât qui va attirer les poissons sans les nourrir. Parce qu'il faut, pour pêcher rapidement, éviter de verser des seaux d'amorce, puisqu'on est là que pour quelques heures. Alors si on commence à mettre beaucoup d'appât dans l'eau, on risque de retarder ses touches, tout simplement parce que le poisson a tellement d'appât à disposition qu'il tape dedans, mais avant qu'il morde sur la ligne où il y a l'hameçon, il se passe du temps. Alors que quand au fond de l'eau, il trouve que des petites particules fines de chenille qui le mettent en appétit, il se stimule, il a envie de manger, de trouver quelque chose de dur, et hop, il tombe sur les petites bouillettes aux chenilles en corrélation avec la conception de ces granulés. Donc ça, c'est les petites bouillettes aux chenilles qui sont vraiment super bien. Donc du 14 mm, elles sont assez molles, hein, donc assez frites à merveille. Hein. Il y a des graines de chenille entières à l'intérieur. Oui. Quand les petites graines de chenille vont arriver au niveau de ces dents pharyngiennes, ça va faire un craquement dans l'eau. Et ce craquement-là, il s'entend très loin, surtout pour des carpes qui sont en train de chercher à s'alimenter. Elles entendent une de leurs copines qui mange quelque part, elles viennent voir. J'ai un gros 1 kg de bouillette, 1 kg de granulés, ça doit me suffire. Si le poisson ne rentre pas avec ça, c'est pas la peine d'insister plus longtemps, il faut changer de place, c'est que le poisson n'est pas à l'endroit où on le pêche. Donc là, pour amorcer, c'est pareil, j'ai un flotteur sondeur, mais qui fait aussi marqueur d'amorçage. Mon fond est là, il y a même apparemment quelques petits herbiers dessus. Donc au printemps, les herbiers repoussent. Et les zones où justement ils repoussent, c'est généralement les faibles profondeurs. Et ce fond a l'air très intéressant puisque ces jeunes pousses d'herbiers abritent beaucoup de nourriture naturelle pour les poissons et sont très fréquentés par les carpes. Donc on va voir. Et les poissons ont l'habitude au printemps de se nourrir de petites particules, de la macrofaune qui se développe. Ça va être des vers de vase, ça va être des petites dracènes, ça va être toute cette nourriture qui se développe et c'est vraiment des toutes petites particules. Je vais donc proposer aux carpes des appâts qui vont se rapprocher un petit peu de ce qu'elles mangent, dans le sens où ils vont être petits et assez tendres, de manière à ne pas les gêner, parce qu'elles ont déjà le ventre et le système digestif compressé par les œufs ou la laitance. Pêcher avec des petits appâts au printemps, c'est généralement ce qu'il y a de plus rentable. Donc il ne faut pas hésiter non plus à amorcer une zone un petit peu plus élargie que tout sur le même point. Comme ça force le poisson à chercher les appâts qu'il ramasse un par un. Et quand il tombe sur votre ligne avec le fil soluble où il y en a 4-5 sur un petit périmètre, ça l'arrange. Il a une bonne bouchée en dépensant peu d'énergie. Donc je vais maintenant expédier mes granulés à dissolution rapide sur le coup. Donc ils se lancent très bien, aussi bien que les bouillettes. On n'a aucun mal à les envoyer à cette distance. Donc ça, je peux en mettre tant que je veux parce que ça ne nouille pas le poisson. Ça fait que des petites particules. Maintenant que c'est sondé, amorcé, il n'y a plus qu'à monter le support. Voilà, dans le fourreau, c'est pareil, il y a le strict minimum, quoi. Il y a un petit rod pod, 4 cannes. Alors ça, c'est la pièce la plus lourde de l'équipement. J'avais opté au début pour un rod pod en aluminium, plus léger, mais il manquait vraiment de stabilité. C'est-à-dire que les poissons emmenaient le montage plus le rod pod à chaque départ. Donc
j'ai choisi un modèle plus lourd. Donc après, dans cette trousse, il y a tout ce qui est détecteur. Donc déjà monté pour gagner du temps. Alors au niveau des cannes, j'utilisais 3 brins avec des moulins débrayables parce que le débrayable, je trouve que c'est un moulin qui est très pratique, qui permet de réagir très rapidement quand il y a une touche, c'est-à-dire d'avoir à resserrer le frein, un coup de manivelle et ça y est, on est en contact avec le poisson. Et sur des postes encombrés, c'est primordial. Ça peut paraître un peu étonnant d'utiliser 4 cannes pour une pêche où on va rester seulement quelques heures. Mais vu la rapidité de mise en place de ce type de matériel, son faible encombrement, son faible poids, je préfère utiliser 4 petites cannes que 2 grandes. Puisque tout simplement, vu que mon objectif c'est quand même de capturer du poisson, en mettant 4 lignes dans l'eau, j'augmente mes chances d'attraper, de déclencher une touche. Le principal inconvénient quand on pêche avec des cannes en 3 brins, c'est que les fourreaux pour les cannes en 3 brins sont introuvables. Alors il faut essayer de se bricoler quelque chose, donc moi j'utilise un fourreau qui n'est pas vraiment un, puisqu'on utilise des housses individuelles pour ranger ces cannes. Et vu que toutes les housses individuelles sont conçues pour des cannes en 2 brins, eh ben, ce que j'ai fait, j'ai replié la partie excessive vers l'intérieur du fourreau, de manière à ce que que ça pendouille pas dans tous les sens, que ce soit propre. Et ça va très bien. Alors le dernier élément qui a son importance, c'est l'épuisette de pêche rapide. Alors celle-là, c'est tout simplement une épuisette classique, mais je scie un morceau du manche pour que ça ne dépasse pas du fourreau, tout simplement. Alors bon, des fois j'ai un peu les pieds dans l'eau quand j'épuiste les poissons, mais je suis pas embêté pour me déplacer. Ça va pas aller accrocher les branches à un grand manche qui dépasse. Il existe aussi des manches télescopiques qui sont bien aussi, puisqu'on peut rallonger son épuisette. Donc là, je vais préparer le léchage de mes lignes. Alors, bouillettes flottantes. Donc des petites bouillettes flottantes, la même chose que les bouillettes d'amorçage, mais en flottant, avec effet crunch aussi, à grosses particules. Voilà. Alors, il y en a 2 qui vont être en bonhomme de neige. Et 2 en équilibré. Alors, il existe un petit principe qui est bien pratique. C'est d'avoir les appâts déjà prêts sur les lignes quand on arrive pour pêcher pêche rapide. Alors comment on fait? On enfile ces appâts comme on a envie de les mettre et on les renferme dans une petite boîte de pellicule photo. En plus, on peut rajouter un petit peu de booster à l'intérieur si on souhaite booster ces bouillettes, comme ça elles sont vraiment bien imprégnées. Donc là je mets un élastique pour faire mon cheveu, comme ça j'ai pas besoin de mesurer un petit morceau de tresse pour que ça tombe pile poil comme on veut. Là ça va s'adapter automatiquement. Par contre je l'ai doublé, ce qui fait qu'ils sont vraiment bien en tension et c'est impossible que sur un grand lancer l'élastique se distende. Voilà. Donc ça c'est un montage qui est un petit peu particulier, c'est un montage qui est très efficace pour pêcher des carpes à longue distance avec un appât unique. Donc le badling est en lead core et je viens ligaturer un appât flottant sur le petit anneau qui est relié à l'hameçon. Donc le lead core à l'intérieur rigidifie le badling comme le fait un fluorocarbone. Vous voyez. Donc quand je le tire droit, il rigidifie, il reste droit. Et par contre, j'ai enlevé le plomb à l'intérieur du badling au niveau de l'émerillon et au niveau de l'hameçon, ce qui fait que mon hameçon, lui, a une grande souplesse. Donc là, on voit que l'hameçon est très libre quand je secoue. Et puis le haut du montage aussi, lui aussi est très souple. Alors des fois, la bouillette est tellement flottante qu'elle décolle tout le badling. Alors ce que je fais, c'est que je rajoute un petit peu de pâte plombée malléable sur le petit anneau. Donc là, j'attache ma bouillette flottante en faisant des petits nœuds simples, j'en fais 3. Ces petits nœuds simples, je les colle. Donc juste un point de colle, ça sert à rien de
de recouvrir la bouillette de colle cyano. Je suis pas sûr que ce soit un très bon attractant. Là on voit que c'est le poids du badling en lead core, de lame en plomb qui est dans la tresse, le poids de l'hameçon qui fait descendre l'appât en souplesse sur le fond, qui le maintient même un peu en équilibre au-dessus du fond. Et vu que là-bas on a quelques herbiers, je pense que ce montage va bien pêcher. Donc là je vais préparer fil soluble pour chaque canne. Alors le fil soluble fait perdre un petit peu de temps certes, mais c'est vraiment un atout dans son jeu quand on veut attirer rapidement un poisson vers sa ligne. Alors donc mes lignes je vais les booster, donc toujours en corrélation avec les appâts, donc un méga booster Ocean V. Et j'aime bien lui rajouter de la fraise parce que je trouve qu'ils vont bien ensemble. Alors les 4 bouillettes c'est pour la ligne qui est la plus près du bord. Donc là seulement 3 pour celles qui sont un peu plus loin, tout simplement pour pas trop peiner à atteindre la distance de pêche. Alors là je vais tout booster, aussi bien les appâts d'échage que les appâts solubles, que les appâts sur fil soluble. Pardon. Je veux vraiment il y a un pôle d'attractivité autour de ma ligne. Voilà. Super. Donc là, cette ligne qui a été expédiée très près du bord, je vais lui mettre un backlead. Parce que là, sinon mon fil, il va, vu qu'il y a un gros tombant, ça doit descendre à peu près 4 mètres, 4 mètres 50, et que ça remonte d'un coup. J'ai mes cannes un peu hautes, comme ça là je suis sûr que la discrétion sera bonne, que le fil ne va pas pointer vers le ciel. Bord de l'île. Hop, décroché. Ah, c'est bien. C'était juste avant de partir, tu vois. Gardez l'espoir jusqu'à la fin. Oh, elle n'a pas l'air si vilaine que ça. Hein. Ah bah attends, il y a un autre départ. Un autre départ. Là, on ferait la nuit, on dormirait pas là. Avec la chaleur qu'il y a eu aujourd'hui, tu penses? Bon, ben voilà, 2 poissons en même temps, juste avant de partir. Ça fait plaisir, c'est sympa, surtout pour une pêche de quelques heures. Donc ça a mordu celle-ci au bord. La plus petite au large, au bord de l'île. J'ai fini par jeter une ligne au bord de l'île puisqu'il y avait 2 poissons qui avaient sauté. On va les remettre à l'eau. On va pas la laisser. Tiens, là il y a un petit passage entre les roseaux. Pas demander son reste. Hop, 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 hop. Reste calme. Voilà. Hop là. Et bien elle fait la planche. Je vais pas repartir.
voilà, premier poisson du matin. Donc hier soir on a fini en beauté avec 2 poissons en même temps. Donc on va faire quelques heures de pêche ce matin, jusque vers midi à peu près, en espérant capturer quelques poissons. Donc là ça commence pas mal. Un petit poisson. Sur une petite bouillette flottante au cheneville. Ah, reste tranquille. Tiens, prends un casse-croûte. Ça t'occupera 5 minutes. Voilà. Et voyons, elle est encore énervée. Hein. Reste là. Voilà. Ça y est, t'es calmé? Bon, allez, on va la remettre à l'eau rapidement. Ça, pas perdre de temps. Pour ranger les cannes quand on pêche rapide, c'est bien de commencer par ce qui ne pêche pas. Tout le matériel, on va dire, de support ou de choses comme ça, pour laisser les lignes pêcher un maximum de temps en espérant un départ de dernière minute. Bien la carpe, c'est qu'on fait des rencontres. On ne rencontre pas des gens qui sont forcément tristes. Le voisin il s'est mis à l'eau lui. Bon allez, 3, 2, 1, 0. Allez, ce coup-là c'est fini. Avec la pêche, on a toujours du mal à partir du bord de l'eau. On a tous le même problème les pêcheurs. Une fois qu'on est en place, on n'a plus envie de s'en aller. C'est important de pouvoir plier et de pouvoir monter son matériel en un minimum de temps sur les pêches rapides. Donc bon, bah, celle-ci elle est terminée. Il n'y a plus qu'à attendre la prochaine. Donc pour cette deuxième partie, nous voilà revenus sur ce petit plan d'eau savoyard qui nous a bien plu parce que j'ai effectué donc 2 pêches rapides et avec quelques poissons à la clé. Donc pour essayer d'approfondir un petit peu, de se faire une idée un peu plus précise de ce qu'on peut attraper sur ce plan d'eau, j'ai décidé de revenir pour faire une petite session, une micro-session de 2 jours. Donc là je suis équipé différemment puisque là, à l'époque où on parle beaucoup de carp trotting, c'est-à-dire des pêcheurs qui voyagent en utilisant les transports en commun, train, bus, taxi, etc. Ou alors le copain sympa qui récupère à la gare, comme ça a été mon cas. Merci Nico. Et donc le matériel change, puisque là il faut passer plusieurs jours. Donc là j'ai essayé de le réduire au maximum. Donc j'ai un sac de voyage pour me permettre de tout ranger, tout ce qui est couchage, nourriture, les appâts. Les appâts prennent beaucoup de place. Vivres, etc. Et puis là après dans le fourreau j'ai tout ce qui est pêche avec la tente. Donc voilà, en gros avec un gros sac de voyage et mon fourreau classique, je suis prêt à partir pour pêcher pendant 2 jours. Donc puisque j'ai hâte de remettre rapidement les lignes à l'eau, je vais vous présenter tout ce que j'ai emmené avec moi pour vous montrer que j'ai pas triché. Voilà. Donc ça c'est un sac qui est vraiment très bien conçu et vraiment bien pratique. Déjà les roulettes pour le transporter vu qu'il est lourd, ça c'est vraiment bien, notamment sur les quais des gares, ça roule tout seul. Et même là le petit chemin un peu étroit, il n'y a eu aucun problème pour emmener mon sac sans grande peine.
même s'il y a un peu de marche pour arriver jusqu'au poste. Ça me permet aussi d'être très mobile s'il faut que je me déplace ailleurs sur le plan d'eau, si les carpes ont changé ne sont plus au même endroit que là où j'avais pu les attraper il y a quelques temps. Ça me permet d'être très mobile dans ma pêche. Alors voilà comment il est fait le sac. Vous avez deux gros compartiments. Donc le compartiment principal, celui qui va être le plus proche des roulettes, c'est là où je vais mettre les produits qui sont lourds, quoi. Tout ce qui est lourd, mon sac de couchage, mes appâts. J'ai choisi de pêcher carnet ce coup-là, puisque j'avais pêché aux chenvilles, bouillettes et gros pellets de chenvilles la fois d'avant, mais je pense avoir des meilleurs résultats vu que là les eaux se sont réchauffées et qu'on se rapproche de l'été. Un mélange de pellets carnet accompagné d'huile et donc un seau de bouillettes. Donc ça, celle-ci, c'est les Tiger Fish, donc c'est des bouillettes qui associent à la fois des morceaux de Tiger Nuts et des farines de poisson. Donc toujours pour pêcher carnet. Donc après, je vais avoir mon petit paquet de flottantes parce que je pêche qu'à ça quasiment. Après, j'ai une veste polaire s'il fait pas très chaud. J'ai ma boîte de pêche classique avec tous mes petits accessoires que je vous avais présentés pendant la pêche rapide. Il y a la même chose, rien n'a changé. Alors là, j'ai mis un petit sac plastique. Un petit sac plastique parce que là, il y a les produits qui puent. Et quand on voyage avec les transports en commun, on a vite fait de se faire éjecter d'un TGV à 200 km/h si on empeste tout un wagon. Donc là, j'ai effectivement mes boosters carnets, donc poisson et Japanese Quaid. Donc j'ai pris que cela puisque c'est avec ça que je vais booster mes appâts. Mes appâts sont carnés. Voilà. Alors là, mon sac de couchage, c'est un sac de couchage, ce qu'il y a de plus classique, carpe, de petite taille, adapté à la saison. Il n'y a pas la peine d'emmener un sac de couchage énorme qui sont conçus généralement pour les grands froids et l'hiver. Donc là, c'est un sac de couchage d'été et important avec des sangles de compression, comme ça je gagne en volume. Donc ensuite, j'ai des petites poches avec tout un tas de petits accessoires, un flotteur sondeur marqueur, un sac de pesée, mon petit peson, du fil pour faire des têtes de ligne. Donc là, le second compartiment, il est composé de deux poches. Alors la première, là, j'ai mis tout ce qui est nourriture. J'ai pas emmené de réchaud volontairement pour gagner en volume, puisque la bouteille de gaz prend de la place, le brûleur aussi. Donc ça, c'est pour les petits déjeuners, des jus de fruits, des desserts. Après, dans un petit sac réfrigéré, ça c'est gratuit, ça c'est bien, pour récupérer. J'ai tout ce qui est un petit peu périssable, enfin qu'il ne faut pas trop que ça prenne la chaleur. Alors je vais passer après à l'autre compartiment. Donc là, celui-là, il y a les habits de rechange. Donc slip, chaussettes, pull, une veste imperméable très important s'il pleut pour ne pas se rincer la peau. Un appareil photo, toujours pour prendre ses prises en photo. Trousse à pharmacie. Alors ça, vraiment quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Souffrir au bord de l'eau, c'est jamais très plaisant. Ça fait perdre du plaisir de pêche. Donc là, j'ai à peu près tout ce qui permet de réparer les petits bobos, quoi, de soigner les petits bobos. Toujours avoir sur soi une pince coupante quand on pêche, parce que se planter un hameçon dans la main, ça peut vous faire perdre une partie de pêche si vous n'avez pas de quoi l'enlever. Voilà. Et après, j'ai une petite trousse de toilette. Donc là-dedans, j'ai un peu tout ce qu'il faut pour me nettoyer. Des lingettes bien pratiques pour se laver le visage, les mains, le corps. Donc après, au niveau du fourreau, c'est exactement la même chose que ce que je vous ai montré pour la pêche rapide. Il y a juste une petite différence, c'est que j'ai glissé à l'intérieur du grand compartiment ma tente et un petit matelas pour pouvoir dormir sans compter les cailloux. Donc là, au niveau de la tente, une règle simple, la plus petite possible, la plus discrète possible aussi, puisque quand on est dans la nature, c'est bien d'essayer de se fondre un peu dans le décor. Et la toile Realtree est parfaite pour ça. Et qui soit suffisamment étanche, parce que des fois il existe des modèles bon marché, tout petits, mais dès qu'il vous tombe 4 gouttes d'eau dedans, vous êtes trempé. Donc la dernière fois, on s'est aperçu
en amorçant qu'il y avait une grosse partie des appâts qui étaient mangés par les canards et les foulques. Alors il y a une petite astuce assez simple à mettre en place pour éviter que le pillage, hein, du coup, c'est d'utiliser des appâts qui ressemblent, qui se confondent un petit peu dans le fond, donc pas des couleurs vives, des couleurs assez ternes, puisque comme ils repèrent les appâts visuellement, ils ont un peu plus de mal à repérer ces appâts-là. Donc c'est pour ça aussi que j'ai utilisé ce modèle de bouillette là plutôt que par exemple la Whitefish Pellets, qui est une bouillette carnée excellente, qui est de couleur blanche, pour que les foulques repèrent moins facilement mes appâts sur le fond. Donc sur le fil soluble ou en sac soluble, c'est bien de mettre des appâts qui sont soit les mêmes que ceux qu'on a mis sur le cheveu, soit utiliser des granulés solubles mais en accord avec l'appât utilisé. Donc toujours des appâts bien boostés, hein. La détection est primordiale. Session commence pas mal. 2 départs hier soir, un poisson sorti. Cette nuit on a relevé les lignes. Et pour l'instant les résultats par rapport aux petites sessions montrent qu'il y a quand même plus de rapidité de réaction des poissons sur les appâts carnés.
Donc, je viens de faire un poisson sur le bord de l'île, sur une bordure qui est pleine de bois mort, d'arbres immergés. Donc c'est vraisemblablement une tenue de poisson. Donc là j'amorce très légèrement sur cette ligne qui est montée avec une petite bouée flottante. Je joue plus sur les fêleurs parce que généralement quand les poissons sont dans leur zone de tenue, ils ne sont pas vraiment en phase d'alimentation. Ça sert à rien d'amorcer lourd sur les tenues de poisson, c'est retarder les touches. Donc là je viens d'avoir un départ et j'ai décroché le poisson. Donc ça fait le deuxième poisson que je décroche depuis hier soir. Pour 2 poissons sortis, donc ça fait 50% de décrochage, donc il faut trouver une explication. Et là quand je regarde mon bas de ligne que je viens de couper, puisque le poisson a réussi à ouvrir l'hameçon, je m'aperçois qu'en fait ce qui s'est passé c'est que l'élastique qui me sert de cheveux a fait un tour sur l'hameçon. Et du coup l'hameçon se trouve compressé contre la bouillette. Et même s'il a pu piquer la bouche du poisson, déjà on se demande comment. Il y avait une forte pression de l'appât sur l'hameçon qui a favorisé donc l'ouverture de l'hameçon et le décrochage du poisson. J'ai remonté un bas de ligne neuf et sur ce montage là, depuis que ce petit incident se produise, je vais m'aider de mon fil soluble au lieu de simplement le piquer comme ça comme je faisais sur mes précédents lancers. Je vais l'entourer juste autour du petit œillet et je vais le repiquer sur la pointe de l'hameçon de manière à ce que pendant le lancer les bouillettes ne puissent pas bouger, ne puissent plus, on va dire, faire le tour. C'est bien de pêcher qu'un fil fluo parce que tu situes exactement ton poisson. Là je suis pas obligé de tirer dessus comme un cochon pour la décrocher. Là ils se battent vraiment bien. C'est pas des gros poissons mais au moins le plaisir du combat. Ah, ça a l'air plus gros que ce qu'on a attrapé avant, j'ai l'impression. Là c'est bien avec le fil fluo, on voit vraiment bien le déplacement du poisson. On n'est pas toujours en train de se demander où est-ce qu'il est rendu. Par contre elle, la tête de ligne est en nylon transparent, comme ça reste on reste dans la discrétion. Voilà, elle va aller sur le côté. Hein. Et bon, on revient par là. Eh boy. Un beau moment quoi. Ça va? Ça se passe plutôt pas mal. Elle aime bien les roseaux là. Ça lui plaît. Un petit regain de confiance parce qu'il y a les gars qui nous ont déboisé la moitié de l'île là-bas en face. Juste avant la frêle, attention, en forme. On a pas l'air d'avoir envie de rentrer dans le... Pas trop non. Ça ne l'attire pas plus que ça. C'est bon. Il est dedans. Alors, le petit bain de boue arrivé au bord, ça leur fait du bien aux écailles. Eh ben, jolie commune. On a senti la différence au combat. Hein. Voilà, ce coup-là, l'hameçon, il risque pas de se décrocher, bien piqué. Ah ouais, là, elle l'a componné. Là. Il va se faire mal. Voilà. Là, pour espérer prendre des poissons plus gros, il faudra avoir des appâts plus gros eux aussi. On va essayer de sélectionner la taille des poissons. Aïe, on va la remettre à l'eau. Il est bien ce petit coin parce que tu la vois partir tranquille. Celle-là est partie un peu vite. Bon, ça déroule. Hein. Là, on voit que
avec les informations qu'on a pu accumuler pendant les petites sessions, hop, ça permet de pêcher vite, d'avoir un meilleur résultat après sur 2 jours. Là, déjà ça n'a pas l'air de vouloir décrocher, c'est de l'avoir pas décroché, peut-être trouver la solution. Et souvent tu vois, quand tu prends un poisson un peu loin, il vient rapidement au bord parce qu'il ne sent pas trop la résistance du fil. Il sait qu'au bord, quand tu commences à lui tirer dessus, que là il sent que ça tire, qu'il s'énerve. C'est vrai qu'en tresse, le poisson il est énervé tout le combat, quoi. Après bonjour les décroches, bonjour... Voilà, t'as intérêt à desserrer le frein quand ça arrive près du bord parce que sur un démarrage comme ça, il faut tout laisser. Tout ce qui est décollé du fond pour l'éco-sondeur, c'est un poisson. Des fois c'en est réellement un, mais après pour savoir si c'est une carpe, un cendre, un brochet, tu peux pas distinguer, il peut pas te donner la taille et le poids, quoi. Enfin, non, il te donne pas son pas le poids, mais au moins la taille. Au moins la taille, quoi. Non, l'éco-sondeur, je te dis, faut pas. C'est un super outil pour trouver les bons postes, les hotspots, les petits points, tu vois, très précis sur un plan d'eau. Bon, tu as du mal à trouver ça avec un flotteur sondeur marqueur, quoi. Donc ouais, faut vraiment se méfier de l'éco-sondeur, hein, c'est pas... Allez, viens, coucou. Ouais, tu vois, c'est le même... c'est la sœur jumelle. Peut-être un peu plus belle celle-là. Ça y est. Ouais, t'es pour que c'est de partir, ça sent bien. Hein. Donc contrairement donc, aux petites sessions qu'on a fait aux pêches rapides donc sur quelques heures, là j'ai emmené des appâts, des pellets plus petits aux poissons, donc en accord avec les appâts que j'utilise. Pourquoi j'ai pris des petits pellets ce coup-là alors que j'avais des gros avant et que ça allait vite? Ben, tout simplement parce que bon, vu que je suis là pour 2 jours, j'ai plus de temps devant moi pour préparer mes appâts. Donc je peux accorder du temps à préparer des petites boules de pellets. Les agglomérants. Pour les agglomérés, il y a 2 possibilités. Soit on utilise de la pellets glue, de la colle pour pellets. Donc c'est une espèce de poudre assez collante qu'on mélange, puis on met un peu d'eau et ça agglomère très vite les pellets. Ou alors on met simplement de l'eau et on laisse gonfler pendant 5-10 minutes, de manière à ce que les plus petits pellets commencent à fondre et forment une pâte qui va servir à agglomérer les plus gros et former les boules. Donc ça sert à rien de mettre beaucoup d'eau, juste un petit peu ça suffit. Même là, je crois bien que j'en ai mis un peu trop. En fait le but du jeu c'est de brasser tout ça pour que tous les pellets soient humectés. Et après d'enlever l'excédent d'eau parce que sinon ça vous fait une purée au fond du seau. Donc là finalement c'est pas mal. On va laisser comme ça. Alors après dernière étape, avant de pouvoir agglomérer les boules, moi je rajoute de l'huile de poisson parce que c'est un produit qui est très attractif. Et les boules de pellets, quand elles vont se déliter, il y a toutes les gouttelettes d'huile qui vont remonter et qui vont aller chercher les carpes à bonne distance. Donc ça c'est de l'huile de poisson. Bon, elle est aromatisée Japanese White Calamar. Peu importe, on peut utiliser naturel, voire même simplement de l'huile de saumon, ou enfin toutes les huiles carnées. Hein. Je me rappelle étant gamin, je vidais l'huile des boîtes de sardines que ma mère achetait pour les mettre dans mes appâts. Ça avait pour but de faire prendre des carpes, mais de faire prendre des engueulades aussi. Voilà. Alors quand des fois, si vous vous apercevez que c'est trop mouillé, ben on peut rajouter du pellet sec, comme on le fera avec une farine normale. Donc là, on va patienter un petit peu, avant de pouvoir, le temps que ça gonfle bien, que ça devienne collant, qu'on puisse faire les boules. Donc là, les pellets ont gonflé. Donc maintenant, j'en prends une poignée pour vous montrer. Il suffit de serrer un peu et ça forme une boule suffisamment compacte. Là, je fais des petites boules parce que le coup étant assez loin, il faut que ça puisse atteindre la distance voulue avec une fronde.
Vu qu'en pêche légère, on n'emmène pas de catapulte, c'est un peu trop encombrant. Donc là avec ça, ça va me permettre d'expédier mes petits pellets à longue distance. Parce que j'aime beaucoup associer un produit soluble qui va faire des particules, qui va travailler rapidement au fond, et mes bouillettes. Donc là je prépare mes boules à l'avance, comme ça eh bien, pendant que je les serre, elles ont le temps de se durcir un petit peu, hein, en étant déjà compactées en forme de boule. Donc oui, il faut faire attention avec ce type de pellets carnés. Les plus gros comme ça, même quand ils sont dans l'eau, forment des petits appâts qui sont consommables par la carpe. C'est-à-dire que contrairement aux pellets Ocean-Vie qui fondent complètement et quand la carpe passe dessus, ça s'envole en petites particules et elle ne peut pas se nourrir, ceux-là peuvent réussir à nourrir une carpe. Donc il faut l'avoir en tête en se disant que tous ces petits granulés qui tombent dans l'eau vont nourrir les poissons. Départ. Ah, le coup au large qui a amorcé au pellet justement. Donc là, je visualise bien mon poisson, je sais où il est. Ça sert à rien de trop le brider. Il est suffisamment loin de l'île. C'est vraiment des poissons qui font des rushs impressionnants au démarrage. Hein. C'est important quand le poisson arrive à peu près à cette distance, une vingtaine de mètres, de vérifier si son frein est bien réglé, en donnant quelques petits tours, pour pouvoir amortir un départ violent, quoi. Donc là elle est sur la bordure. Plus je vais tirer, plus elle va tirer. Donc ce que je fais, je tends juste la canne et elle va s'éloigner toute seule. Il n'y a pas longtemps qu'elle était dans l'eau cette ligne. Vraiment combative. Là, ce qui est joli, c'est cette couleur rouge orangé, on dirait des couleurs des rotangs. Ah, ça saigne un petit peu. En regardant une bouche de carpe, on peut savoir un petit peu sur quel type de fond elle se nourrit. Donc là, on s'aperçoit qu'elles ont la bouche fine, des grands barbillons. Ce poisson-là, il a l'habitude de manger dans la vase. Le voile qui est à l'intérieur de la bouche, il est encore préservé, donc ça veut dire qu'elle ne se nourrit pas beaucoup des écrevisses. Parce que les écrevisses ont tendance à abîmer à force de pincer les poissons. On peut aussi avoir des informations par rapport aux branchies. Quand les lamelles sont très allongées, quand elles sont un peu usées, ça permet de savoir quel type de nourriture elle mange. Quand elles sont très allongées comme ça, on voit que c'est un poisson qui a tendance à se nourrir sur la vase, qu'elles sont très préservées. Quand elle se nourrit d'écrevisses ou de dressènes surtout les moules, eh bien, ça use un petit peu le bout des branchies, elles sont arrondies, elles sont moins longues. Voilà. Et après on le voit aussi sur le voile de la queue. Quand il est très fin, qu'il n'est pas blanchi sur les bordures, qu'il n'est pas usé, ça permet de savoir que ce poisson il se nourrit surtout sur la vase. Il n'y a pas de balafre, donc il ne s'est pas nourri de moules. Donc on a toutes les informations pour pouvoir penser que ce poisson s'alimente sur un fond assez mou. Voilà. On va le remettre à l'eau. Il saignait un petit peu, mais il est encore en pleine santé, ça va. 3 départs, 3 poissons sortis. Voilà, le petit bout de fil soluble qui fait le tour de l'anneau. Comme ça, il n'y a pas de tricotage. Volontairement, je ne les regroupe pas, puisque j'ai mes lignes qui sont à une distance à peu près de 10 mètres l'une de l'autre. Donc pour éviter de concentrer le poisson sur un point où j'ai pas ma ligne, je préfère les étaler un peu plus pour que le poisson cherche et puisse comme ça trouver les montages. Alors sur ce coup amorcé, j'ai mis 2 lignes. Pourquoi j'en mets pas plus alors que ça mord? Parce que c'est pas parce qu'on met plus de montage au même endroit qu'on va avoir plus de touches. Bien souvent c'est l'inverse, trop de fil dans l'eau ça fait fuir les poissons. Donc, je préfère mettre simplement une ligne, si j'ai des départs j'en mets une deuxième, mais pas plus. C'est reparti pour un tour.
Ah tiens, elle prend pas la même direction que les autres celles-là. Elles sont bien rentrées sur le coup, elles répondent vraiment rapidement sur les appâts carnés. Hein. Ça c'est. Il y a une nette différence. Pas photo comme on dirait. Maintenant c'est essayer de sélectionner des gros poissons avec des gros appâts, mais vu que je suis venu léger, j'ai que des petites bouillettes de 14. On fera avec, hein. Ça n'empêche pas que ça peut prendre des gros poissons, les petits appâts aussi. Ouais, c'est comme. Elles se battent vraiment bien, quoi. Voilà, elle a avalé profondément là. Ça j'aime moins ça. Merde. Si, c'est tout charbonnière. Tu moulines canne basse, mouline canne en bas. Voilà, quand tu sens quelque chose, tu ferres. Vas-y, mouline, vite. Non, il n'y a rien. Vas-y, si. Contact. Ah, si, Et là, il n'y a rien là. Ah là, elle a avalé ça. Il n'y est plus? Ah, c'est tout charbonnière. C'est assez particulier, un peu affairé ça. Voilà, un peu plus belle celle-là. Ça continue à grossir. Donc voilà la deuxième ligne qui avait été rapprochée sur le coup amorcé, qui produisait des départs toujours sur la même canne. Elle produit son poisson. Bon ben c'est bon signe. C'est que le poisson commence à venir en nombre se nourrir des pellets et des petites bouillettes. Ben alors quand les départs se succèdent sur un coup, il faut essayer de rappeler très vite après les captures pour rassurer les éventuels poissons qui sont encore sur le poste. Il faut toujours essayer de mettre le poisson en confiance. Parce qu'une carpe piquée qui s'enfuit, généralement, elle met un peu en alerte tout le reste du groupe, puisque généralement elle se déplace en banc. Donc il faut rapidement envoyer de quoi leur redonner le moral. Hop là, pour le canard, c'est parti. Il faut faire avec des fois. Donc des fois, quand il y a trop de canards sur votre coup, que vous ne pouvez plus amorcer, bon, il faut choisir de pêcher en deux coups. Et vous mettez une bouillette à droite, l'autre à gauche, comme ça ils font le va-et-vient entre les deux postes et ils n'ont pas le temps de les attraper. Parce qu'ils ne plongent pas profond pour les prendre. Un peu commun, pas par sa taille mais par sa forme. C'est Quasimodo, c'est une bossue, la bossue du lac. Oh, c'est rigolo. Elle a certainement, étant petite, elle a dû subir un choc. Déjà bien que ça lui ait pas été fatal. Allez, on va lui remettre à l'eau. Bon, ben, cette petite session se termine au bout de 2 petites journées de pêche. Au niveau des résultats, bon, ben, ça a été bien plus prolifique que les petites pêches d'approche, on va dire les mini-pêches, les pêches rapides qu'on avait effectuées avant. Mais ces 2 pêches rapides ont eu une importance primordiale dans la réussite de la petite session, puisque j'ai pu récupérer des informations par rapport aux endroits où se nourrissaient les poissons, aux appâts qui semblaient préférables à utiliser, ce qui a permis de booster mes résultats. Puisqu'on est dans un petit plan d'eau qui est du domaine public, je n'ai pas pêché hier soir pour partir ce matin, puisque j'ai un copain qui vient me chercher pour me ramener à la gare. On est sous la pluie malheureusement, c'est jamais bien sympathique de plier sous la pluie, mais avec un matériel compact et rapide et pas encombrant, c'est
c'est pas vraiment le drame. Alors ces petites pêches que j'ai effectuées, maintenant je peux les faire après ma petite session. On peut faire l'inverse, c'est-à-dire commencer par faire une session de plusieurs jours sur un plan d'eau pour le connaître, pour avoir un maximum d'informations. Et puis après y revenir rapidement, sachant les heures auxquelles se nourrissent le poisson. Comme ça on arrive juste pour pêcher un créneau d'activité. Donc là on peut se mettre très rapidement en place pour venir pêcher 2-3 heures de temps et espérer prendre rapidement du poisson. Donc moi c'est une pêche que j'affectionne particulièrement et que je vous conseille. J'espère vous avoir apporté des informations par rapport au matériel, des petites astuces pour aller plus vite, pour faire rentrer le poisson plus rapidement sur son cou, pour essayer de capturer un maximum de carpes.